On démarre la présentation du webinaire pour les parcours de ville des patients atteints de pathologies chroniques. Et ce soir, Pascal Charbonnel va faire une introduction et une présentation générale des parcours de pathologies chroniques. Il sera suivi, alors, entre chaque intervention, vous aurez la possibilité de poser des questions. Donc, comme il s'agit d'un webinaire, je suggère que pendant l'exposé, on laisse parler l'orateur et on pose les questions, on regroupe les questions à la fin de chacune des interventions. Et éventuellement, si on n'a pas eu le temps de poser toutes les questions, on les regroupe pour la fin. Voilà, ce qui permettra d'être à la fois efficace et en même temps d'écouter clairement ce que les différents orateurs auront à nous dire. Donc, après une introduction et une présentation générale par Pascal Charbonnel, Christine Planète-Estadieux nous parlera du parcours insuffisance cardiaque. Et elle sera suivie par Dominique Dreux qui nous parlera du parcours BPCO. Et enfin, avant de conclure, Ager Kanoun nous décrira les travaux et le parcours pour ce qui concerne le diabète de type 2. On est bien sûr des parcours en ville. Donc tout de suite, je laisse la parole à Pascal Charbonnel qui va introduire et présenter les parcours d'une façon générale. Pascal, tu as la parole. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité, avec le bouton discussion, de noter vos questions au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire qu'on y répondra au fur et à mesure, mais au moins, on les aura sous votre clavier. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Pascal Charbonnel, je suis médecin généraliste, je suis aux Ulysses depuis quelques années. Et donc, faire une introduction générale, ça veut dire vous rappeler un peu dans quelle situation on est. La situation, c'est que les CPTS, donc c'est des outils qui servent à organiser les soins de ville, pour faire très simple, ont comme mission, entre autres, d'organiser les parcours des patients dans certains cas de pathologie chronique. Et donc, on a repéré insuffisance cardiaque, BPCO, diabète. Il y en a d'autres, on en reparlera à d'autres occasions. Diapo suivante, Marc, s'il te plaît. C'est quoi un parcours? Alors, je trouve que le mot est assez pas tout à fait adapté parce que ça laisserait penser que c'est un parcours linéaire d'un point à un autre. En fait, l'idée, c'est d'organiser la prise en charge du patient en essayant d'optimiser les interventions des uns et des autres, de savoir qui fait quoi, à quel moment, en fonction de sa situation. Ce qu'on a identifié, c'est qu'en gros, il y avait trois éléments importants dans les patients porteurs de pathologies chroniques. Il y a l'événement qui est « je rentre dans la maladie, on m'a découvert un diabète ou on m'a trouvé une insuffisance cardiaque ». Et puis, il faut faire un point, il faut organiser un petit peu comment on va prendre en charge cette pathologie, sachant que l'intervention hospitalière est finalement assez faible pour ça. La deuxième étape, c'est l'entretien. Comment ça va quand tout va bien? Et quelles sont les places des uns et des autres? Et le troisième, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un dérapage de cette pathologie qui nécessite une intervention plus spécialisée ou une réévaluation du traitement ou une réévaluation de la prise en charge. Ces trois étapes, elles sont constantes, quelle que soit, bien évidemment, la pathologie chronique. Et c'est quand même une des spécificités des soins de ville que de traiter ces aspects-là, même si en ce moment, quand on ouvre la radio, on entend plus souvent parler des soins non programmés. L'essentiel de notre métier, nous, professionnels de santé de ville, c'est quand même les soins programmés. Et puis, donc, forcément, à l'arrivée, en cas de décompensation, en cas d'intervention dans un milieu plus spécialisé hospitalier, il va falloir organiser d'une part l'entrée dans le parcours, d'autre part la sortie de l'hôpital au moment où essayer d'organiser un retour à domicile qui ressemble à quelque chose et pas avoir l'impression d'avoir le patient sur les bras de manière un petit peu légère avec tout à organiser comme les pompiers après. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est définir pour chaque étape à la fois les données, c'est-à-dire les informations nécessaires à la bonne exécution des soins, que ces données soient accessibles aux professionnels de santé qui en ont besoin. Donc, on a fait le choix d'Entrac parce que dans Entrac, il y a un cahier de maison numérique qui nous permet d'avoir tout ça sous la main. Et puis, pour faciliter la vie des professionnels de santé, parce que la priorité des
parcours, c'est de faciliter la vie des professionnels de santé, parce que quand les professionnels de santé ont la vie plus facile, les patients sont mieux soignés. Et on a institué, avec les moyens que nous donnent les CPTS, un référent pour chaque parcours. C'est quelqu'un qui est salarié des différentes associations et qui est disponible pour rendre encore plus les choses fluides. Dia suivante. Marc, je ne retrouve pas la... Je l'ai perdu, Marc. J'arrive, je repartage parce que la diapo ne passait pas. Alors, donc voilà, ça on a fait. On passe à la diapo suivante. Vous la voyez? Oui. Donc, pour chaque parcours, la mécanisme de construction a été la même. La question, c'est qu'est-ce que fait chacun des professionnels de santé en contact avec un patient, le rôle de chacun, les interventions de chacun et comment chacun peut participer à la fois un suivi de qualité et surtout éviter des décompensations, des hospitalisations qu'on aurait pu éviter parce qu'on a repéré les choses un petit peu avant. Donc, pour ce qui est de parler des données utiles, on a identifié 3 tas d'informations utiles. Le premier, c'est les données de base, c'est-à-dire quand on rentre un patient dans le parcours, et on va vous expliquer ce que ça veut dire que rentrer un patient dans le parcours, c'est quoi les informations essentielles pour qu'on ait un état du patient à un instant T, avec tous les éléments qui vont nous permettre d'assurer le suivi. Après, il y a les éléments essentiels pour justement assurer le suivi. Alors, pour une insuffisance cardiaque, par exemple, ça va être le taux de BMP. Pour un diabète, ça va être le taux d'hémoglobine piqué. Pour une BPCO, ça va être le nombre d'exacerbations, etc. Et donc, on s'est réunis entre professionnels de santé pour définir c'est quoi les éléments qui permettent d'avoir une vision globale du suivi des patients en ville. Tout ça, bien sûr, en dehors de l'hospitalisation. Et le troisième point sur lequel je vais un peu insister, ce sont ce qu'on a appelé des red flags, parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans la littérature internationale. Ça, c'est aussi, on pourrait dire, des alertes critiques. Ce sont les éléments qui permettent de repérer que l'état de santé du patient se dégrade avant qu'il ne soit suffisamment dégradé pour nécessiter, par exemple, une hospitalisation et qui nécessite une intervention rapide, le plus souvent du médecin traitant, mais ça peut être du médecin cardiologue, par exemple, en cas de spécialité. Et ces éléments critiques-là, ils sont à disposition de tous les professionnels de santé. C'est pour ça qu'on en a fait quelque chose de pluriprofessionnel, parce que je vais vous donner un exemple simple. Je vous donne 2 exemples simples. Le premier, c'est que quand un patient ne vient pas chercher son ordonnance au bout d'1 mois en pharmacie, c'est qu'il y a un problème d'observance et que le mieux placé pour diagnostiquer les problèmes d'observance, c'est à l'évidence le pharmacien qui sait que le patient ne vient pas. Et à l'inverse, si un kinésithérapeute a en charge un patient qui est insuffisant cardiaque, y compris pour un autre problème de santé, et qu'il s'aperçoit que le patient soit marche moins bien, soit est essoufflé, soit a pris quelques kilos en quelques jours, il est le mieux placé pour signaler, en l'occurrence au médecin traitant, qu'il est nécessaire d'intervenir auprès de ce patient parce que l'état de ce patient s'est dégradé. Alors là, j'ai pris des exemples qui concernent l'insuffisance cardiaque, mais c'est vrai aussi pour le patient porteur de BPCO. Il y a des situations comme ça où les cardiologues nous disaient il ne sort plus acheter son journal, il ne sort plus de la maison, il ne sort plus de la chambre, comme critère de gravité. Et ça, c'est des éléments que tous les professionnels de santé du cercle de soins du patient peuvent identifier. Donc l'idée, c'est de faire participer tous les professionnels de santé à la vigilance autour des patients difficiles pour repérer au plus tôt les risques de décompensation et les prendre en charge avec comme objectif d'éviter une hospitalisation. Diapo suivante. Alors, là, c'est la même chose sous forme
présentés différemment. Donc, encore une fois, les données de base, c'est les éléments de surveillance indispensables à la prise optimale. On va les reprendre pathologie par pathologie. Les éléments de suivi, on en a parlé. Et les red flags, c'est les situations cliniques ou paracliniques qui nécessitent une médicalisation rapide pour éviter une dégradation. C'est à identifier quel que soit le professionnel du cercle de soins. Et l'avantage, c'est qu'on a un outil comme Entracte qui permet de le signaler et de faire que justement chacun des professionnels qui est concerné puisse remonter et optimiser le circuit. Les red flags débouchent sur un déclenchement. Les éléments de suivi, c'est plus des alertes parce que la différence entre les red flags et les éléments de suivi, c'est le côté urgence de la prise en charge. Qu'un patient a un suivi cardiaque qui n'a pas vu son cardiologue dans 3 mois, ça n'a pas le même niveau d'importance que s'il prend 5 kilos dans la semaine. Mais dans les 2 cas, c'est à faire avec un déroulé et un délai qui n'est pas le même. Et si vous regardez bien l'illustration à droite, eh ben, ça montre bien ce que c'est qu'un réseau, c'est-à-dire que les gens sont en connexion entre eux et ça ne part pas du point A pour aller au point B. Par contre, les professionnels de santé du cercle de soins peuvent se parler entre eux, peuvent échanger à travers les outils numériques et faire en sorte que ça fonctionne comme ça. Alors, je veux bien la diapo suivante, s'il te plaît. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une vision ville-ville, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas un partenariat avec nos collègues hospitaliers. C'est une vision pluripro, c'est-à-dire que tous les professionnels sont dans la boucle, chacun à sa place, avec des responsabilités et des modes d'action différents, mais le qui fait quoi a toute son importance. Et c'est une vision en ville, c'est-à-dire qu'on a le soutien logistique de la CPTS et on a le soutien logistique du référent parcours. Et avec tout ça, on met tout ça en place dès maintenant et on va essayer d'évaluer c'est quelque chose de franchement novateur, d'évaluer sur une période de 1 an, 2 ans, on a encore un peu de temps, comment ça se passe pour les patients dans cette boucle-là, qui se veut vertueux, avec l'idée qu'effectivement, on va mettre des étudiants en médecine sur le sujet pour voir s'ils veulent en faire une thèse, pour essayer de suivre l'efficacité de quelque chose qui, pour l'instant, se pose comme un peu théorique. Donc, c'est quoi concrètement participer à un parcours de soins? Les patients sont définis comme étant insuffisants cardiaques, ça s'appelle un diagnostic, comme étant VPCO ou comme ayant un diabète. Et après, le parcours a été écrit pour être le même sur les 7 CPTS et de manière à ce que les patients aient un mode de prise en charge qui soit à la fois optimum mais cohérent. C'est la première fois qu'on faisait une réunion avec les cardiologues de 3 hôpitaux différents qui étaient tous d'accord sur ce qu'était la prise en charge correcte, sauf qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Et donc là, on inverse un peu la donne, c'est-à-dire de se mettre d'accord en partant de la vision des professionnels de santé de ville. Donc pour participer, c'est extrêmement simple. Vous êtes adhérent à votre CPTS, mais j'imagine que si vous êtes là ce soir, c'est que c'est déjà le cas, sinon Anne-Sophie et Marc vont corriger ça très vite, d'utiliser Entracte parce que c'est l'outil de communication. Si vous avez la moindre difficulté pour utiliser Entracte, on est là pour vous aider et que ça soit le plus fluide possible. Et après, inclure un patient, c'est-à-dire le déclarer comme étant médecin traitant, comme étant porteur d'une de ces pathologies chroniques, mais ça on va vous montrer. Et puis si vous trouvez que c'est trop compliqué de l'entrer pour Entracte, vous appelez le référent parcours qui vous accompagnera dans cette démarche. Donc l'idée globale, c'est d'avoir les moyens d'expérimenter une prise en charge un peu différente et d'utiliser les moyens de la CPTS pour déployer ces parcours auprès des professionnels de santé de manière à vous rendre la vie plus facile. Diapo suivante, du coup. Tu as dévancé. Donc, en gros, le parcours est le même, quelle que soit la pathologie clinique. Il y a un professionnel de santé qui se dit « tiens, ça pourrait être ça ». On recueille le consentement oral du patient pour l'inclure dans Entracte.
on l'envoie au référent parcours. Le référent parcours déclenche un médecin parce que c'est le médecin qui fait le diagnostic. Jusqu'à preuve du contraire, c'est notre boulot. Il enregistre le médecin et le cercle de soins pour ce patient. On confirme le diagnostic, on continue. Le diagnostic n'est pas retenu, et ben on explique au professionnel qui a déclenché pourquoi on a considéré que ça ne rentrait pas dans les clous et qu'est-ce qui nous a paru plus performant. Ça, c'est la première étape, donc repérage. Deuxième étape, inclusion. On vient d'en parler implicitement. Il est enregistré avec son cercle de soins dans Entrague, peut être déclenché à tout moment. On lui donne les documents d'inclusion du parcours. On remet au professionnel de santé les éléments descriptifs du parcours, ce n'est pas signalé. Et puis rouler petit bolide, ça va tout seul. L'étape suivante, donc c'est dans la partie suivie, une actualisation des éléments de suivi quand on les reçoit et un enregistrement d'un red flag dont la liste va être communiquée très largement en se disant si se passe ça, si vous constatez ça, vous déclenchez, le médecin traitant est vu. Si ce n'est pas le médecin traitant, c'est un autre médecin de l'équipe, mais il aura de toute manière toutes les données. Et puis, on prend une décision de suivi, soit une surveillance rapprochée avec d'autres professionnels, soit une consultation spécialisée, voire une hospitalisation si nécessaire, en fonction de l'état et en fonction des critères qu'on s'est donnés. Et la diapo suivante, c'est les questions que vous allez nous poser sur cette étape. Alors, ce que je vous propose, c'est que pour l'instant, on réponde aux questions génériques, et puis que s'il y en a, et puis que petit à petit, parcours par parcours. Mais ce qui est important à retenir, si j'ose dire, c'est que, c'est une démarche sur une grande partie du territoire de l'Essonne. 2, c'est construit sur des bases scientifiques partagées par les professionnels de santé de ces territoires. 3, c'est fait pour vous simplifier la vie. Et 4, c'est fait pour améliorer la prise en charge des patients. Mais j'insiste toujours en disant que vous simplifier la vie, c'est au moins aussi important, parce que sinon, on sait que tout le monde est sous l'eau en ce moment, et donc l'inclusion doit être quelque chose de facile, le suivi doit être quelque chose de facile, et c'est pour ça qu'on a embauché au niveau des CPTS pour faire ce travail. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez soit les exprimer à l'oral, si possible en levant la main, comme ça on peut vous repérer, vous remonter dans la liste des priorités, et sinon par le chat qui est à votre disposition également. Et s'il n'y a pas de questions, on enchaîne. On enchaîne, absolument. Alors, une question de Arnaud Saada. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Les brochures d'inclusion, on les a pas encore, hein, c'est parce que j'en ai inclus pas mal et c'est vrai que j'ai pas du tout donné du coup les brochures. Alors, il y a des cartes pour les patients qui vont vous être distribuées, a fortiori si vous les demandez, et il y a des brochures descriptives de l'ensemble des parcours, pareil, qui sont sorties de presse il y a moins d'une semaine, donc un peu de patience, vous les aurez. D'accord, ça marche, merci. Pas d'autres questions? Je n'identifie rien, donc on va passer la parole à Christine. Pardon. Juste un détail, Arnaud, la version des brochures existe aussi en format Calimeo, donc on va vous donner le lien pour pouvoir les télécharger. Christine, sur l'insuffisance cardiaque, à toi la parole. Alors, je vais me présenter. Je suis Christine Estadieux, je suis médecin généraliste à Morsan-sur-Orge, dans la CPTS Val d'Orge. Et j'ai travaillé, entre autres, avec évidemment plusieurs professionnels de santé sur le parcours insuffisance cardiaque que je vais vous présenter ce soir. Donc, c'est un parcours en ville, comme vous l'a dit le docteur Charbonnel. Alors, je ne vais pas répéter évidemment tout ce qu'il va dire, je vais insister sur le parcours, ce qui fait la spécificité de ce parcours. Alors déjà, quand inclure un patient dans le parcours? En fait, tout professionnel de santé qui repère un patient avec une suspicion d'insuffisance cardiaque peut déclencher le référent parcours pour un avis médical, c'est-à-dire déclencher la demande d'un médecin. Comment est-ce qu'on repère ce patient? Eh bien, je vous montrerai après. Il y a des fiches que l'on a faites à la disposition des soignants
pour essayer de poser les bonnes questions quand on a une suspicion, à la fois pour le professionnel de santé et pour le patient. Le médecin traitant ensuite pourra… Ah non, trop vite. Reviens en arrière, Marc, s'il te plaît. Le médecin traitant pourra choisir d'inclure un de ses patients dans le parcours une fois la confirmation du diagnostic faite. La plupart du temps, il faut la clinique, mais aussi l'échographie. Ou à n'importe quel moment, quand le diagnostic est fait, un patient connu peut être inclus dans ce parcours. Donc, on peut rentrer en premier patient inconnu ou en patient connu. Lors de l'inclusion d'un patient à un parcours pathologique chronique, que ce soit celui-là et les autres, comme vous l'a dit le docteur Charbonnel, une carte d'intégration sera remise au patient qui lui signifie qu'on lui a ouvert un parcours de soins et qu'à partir de là, on lui ouvre un cercle de soins et il pourra ainsi, en montrant sa carte, aussi informer son cercle de soins qui, en se mettant dans le tract, pourra, dans un second temps, s'intégrer si le médecin n'avait pas toutes les données pour le faire. C'est-à-dire que le cercle de soins peut être progressif et le patient peut aussi aider à agrandir ce cercle de soins une fois qu'il sait qu'il est inclus. Cette carte donc va être délivrée, comme vous l'a dit le docteur Charbonnel, sur simple demande au coordinateur de votre CPTS. Elle permet donc d'informer le cercle de soins et le patient a ainsi un repère qu'il peut un peu promener partout. Diapo suivante. Donc, comme vous l'a dit le docteur Charbonnel, en fait, évidemment, dans le dossier de chacun, on a tout un suivi avec beaucoup de données. Mais pour après faire un échange entre nous dans Entracte et pour inclure un patient au minimum, pour se simplifier la tâche, mais aussi pour donner les éléments qui vont être impératifs à partager entre nous. Après, on peut toujours, dans des commentaires, vous le verrez, rajouter autre chose dans l'application. Mais il y a un minimum qui va vous permettre de pouvoir communiquer les uns avec les autres et d'avoir une espèce d'état de base du patient. Donc, ce sont des éléments indispensables pour une prise en charge optimale entre nous, mais quand même minimale pour pouvoir savoir de quoi on parle pour ce patient. Donc, on renseigner lors de l'inclusion, puis à tout autre moment qui semblera judicieux. Donc, on a le poids, évidemment, la fréquence cardiaque, le DFG, l'atteinte rénale, enfin l'état rénal, l'hémoglobine, arythmie, oui ou non, parce que c'est un facteur d'aggravation, et l'évaluation du stade de sévérité de l'insuffisance cardiaque de 1 à 4, qui est reconnu par l'HAS. En cours d'intégration dans ces données de base, après le copil que nous avons eu, vous verrez plus tard, l'état de la vaccination, notamment au pneumocoque. Diapo suivante. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais on a fait une fiche de repérage professionnel de santé qu'on tient à votre disposition et qu'on va largement diffuser pour savoir quand vous avez un doute, quand vous avez un patient pour pouvoir un petit peu améliorer le questionnaire pour vous orienter vraiment vers une insuffisance cardiaque, mais aussi pour vous aider à évaluer les risques associés de ce patient et les comorbidités qui peuvent permettre de mieux connaître ce patient et de mieux l'intégrer dans le parcours insuffisance cardiaque, mais aussi parfois dans plusieurs parcours à la fois. Parce que, comme vous disait le docteur Charbonnel, un patient, il n'est pas dans une case, il peut avoir parfois plusieurs pathologies. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche pluriprofessionnelle des parcours chroniques en général. Diapo suivante. Voilà la fiche patient. On peut faire aussi questionner le patient pour essayer de lui demander, l'orienter vers sa pathologie quand on a un doute, que ce soit dans une officine, que ce soit dans un cabinet de kiné, que ce soit auprès d'une infirmière. Enfin, tous les professionnels de santé peuvent s'approprier cette demande. Évidemment, toute formation pour les sujets quels qu'ils soient seront pris en compte et on pourra vous proposer une aide pour remplir ça et éventuellement vous orienter vers des formations sur l'insuffisance cardiaque. Voilà. Diapo suivante. Alors, les éléments de suivi, ce sont les éléments de suivi indépendamment des éléments standards qu'on peut avoir dans un dossier. Il y a une espèce de checklist qui permet de s'assurer qu'aucune étape importante du suivi n'est oubliée. Donc, c'est la consultation du généraliste, la consultation chez le cardiologue, l'échographie cardiaque, le dosage de NT-proBNP qui permet de visualiser notamment des décompensations
ou des aggravations. Le bilan de médication qui est important et qui est une action groupée avec le pharmacien. Et enfin, est-ce que le patient est suivi en ETP? Parce que dans l'insuffisance cardiaque, il y a aussi toute la prévention et la prise en charge psychodiététique et sportive qui est importante. Donc ça, ce sont des horizons de suivi un petit peu validés par les comités scientifiques, mais évidemment, dans le dossier, on peut rajouter tout autre commentaire qui peut être intéressant dans le dossier d'entracte, mais ça, c'est le minimum qui va nous permettre un petit peu d'évaluer la qualité de notre travail à tous. La suite. Diapo suivante. Alors, comme vous le disiez, le docteur Charbonnel, on a aussi évalué des red flags. Donc là, on a réfléchi évidemment à plusieurs. On n'a pas sorti ça de notre poche. Un red flag, c'est une situation clinique ou paraclinique qui nécessite une médicalisation rapide, donc un avis médical pour éviter une dégradation du patient et une éventuelle hospitalisation. Ces red flags, comme on vous l'a expliqué, en fonction de la gravité, en fonction de la décision médicale derrière, il y aura soit un suivi amplifié avec un cercle de soins élargi, soit une hospitalisation, soit une augmentation aussi de l'éducation thérapeutique, etc. Mais de toute façon, ça nécessite le professionnel de santé qui constate une telle situation doit déclencher via entracte le médecin traitant ou un autre médecin généraliste ou aux environs, notamment avec le système des soins non programmés qui s'interface dans ces cas-là avec ça. Lors du déclenchement, il devra spécifier qu'il s'agit d'un red flag et préciser son inquiétude dans les commentaires parce que c'est important. Ça va permettre, comme je vous le disais, d'orienter soit vers une augmentation du suivi simple en ville, avec élargissement du cercle de soins et surveillance plus ou moins rapprochée selon ces red flags, ou une hospitalisation. C'est aussi très important en sortie d'hospitalisation pour évaluer la réaggravation qui permet d'anticiper. Donc, il y a des éléments qui sont constatés, majoration de la dyspnée, majoration des œdèmes des membres inférieurs, confusion ou trouble du comportement brutal, asthénie brutale sans raison apparente, malaise, vertige, voile noire. Ensuite, il y a ceux qui sont mesurés, la prise de poids supérieure à 2 kg en 3 à 5 jours, l'hypotension inférieure à 90 mm de mercure, la saturation inférieure à 94, une bradycardie inférieure à 50, une anémie inférieure à 10, puisqu'il est un signe d'aggravation de l'insuffisance cardiaque. L'anémie, c'est une possibilité d'aggravation de décompensation de l'insuffisance cardiaque. Le médecin déclenché aura alors 8 heures pour accepter le déclenchement et ainsi notifier qu'il a pris connaissance du red flag et qu'il va agir en conséquence selon les différentes possibilités que je vous ai énumérées tout à l'heure. Suivante. Ensuite, nous avons, évidemment, on ne peut pas faire un parcours en ville sans anticiper l'hospitalisation de ces patients ou sans anticiper, quand ils sont hospitalisés, la sortie de ces patients. Donc, nous avons créé des rencontres avec les 3 hôpitaux de l'Essonne, l'hôpital Bigny, l'hôpital de Longjumeau, l'hôpital sud-francilien, l'hôpital Nord-Essonne, enfin le GHNE. Massy n'avait pas été présent, mais ça les intéresse quand même. Et donc, lors de ces échanges, qui ont été très intéressants avec les hospitaliers, on a posé plusieurs questions. Quelles informations les cardiologues de l'hôpital attendent-ils lorsqu'ils reçoivent un patient insuffisant cardiaque adressé par la ville? Quelles informations les médecins traitants attendent-ils lorsqu'ils reçoivent un patient insuffisant cardiaque qui sort d'une hospitalisation? Et comment favoriser les entrées directes des patients insuffisants cardiaques à l'hôpital? Diapo suivante. Donc, voilà les documents de liaison que nous avons donc établis avec les spécialistes et les généralistes pour l'instant. Évidemment, tout ça, ça peut évoluer, on peut rajouter des choses, mais ça a quand même fait consensus et c'est ça qui était intéressant. C'est-à-dire que finalement, on n'a pas tant de différences que ça. Donc, on a la proposition du bulletin d'entrée à l'hôpital de la part du médecin traitant, de la part du référent parcours. Qu'est-ce que va faire le référent parcours? Et accompagné de certains documents. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler, vous aurez le loisir de le relire tranquillement. Ils ont surtout insisté sur le degré d'urgence quand on appelle, pour savoir vers qui ils doivent orienter. Est-ce qu'on hospitalise? Est-ce qu'on consulte dans les 2-3 jours? Est-ce qu'on évalue, etc. Les signes cliniques, évidemment. L'état du patient, en insistant notamment
sur l'état cognitif antérieur, notamment l'autonomie du patient, c'est-à-dire insister sur la vie du patient aussi, pas uniquement sur sa maladie, mais comment ce patient vit à domicile, comment il se présente et comment est-ce qu'il faudra peut-être déclencher d'autres systèmes pour l'aider, notamment une infirmière à domicile, une assistante sociale, éventuellement quelque chose d'un peu plus lourd avec une aide psychologique, etc. Donc tout ça, c'est à préciser pour que si ce patient est hospitalisé, à sa sortie, on ait déjà les éléments qui vont nous permettre de préparer la sortie, à son entrée, pardon, pour préparer la sortie. Évidemment, l'avis du médecin dresseur, c'est-à-dire le médecin traitant fait un courrier en expliquant un peu ce qu'il attend et comment il voit les choses. Pour le référent à l'hôpital, ils ont besoin des référents de la famille du patient, enfin de la famille du patient, et aussi peut-être des coordonnées du cercle de soins, ça c'est évident, ça c'est important, et des moyens qu'on a de retour en ville, enfin de joindre le médecin en ville. Et aussi peut-être certaines fois des diagnostics anticipés éventuellement. Alors évidemment, dans la pochette, on a des éléments qu'on met, notamment l'écho, la fonction rénale, l'anémie, enfin voilà, une pochette, une espèce de mode d'emploi de l'entrée du patient avec lequel tous les spécialistes étaient d'accord à l'hôpital. Diapo suivante. Donc ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire le patient sort, qu'est-ce que la ville demande à l'hôpital. Donc là, évidemment, on a aussi demandé l'avis à il n'y a pas que le médecin qui demande ça, il y a aussi beaucoup les pharmaciens, les infirmiers, les kinés qui ont beaucoup insisté, par exemple, notamment sur l'ordonnance complète pour les pharmaciens, pour pouvoir travailler, sur le coordonné de l'interlocuteur hospitalier, comment le joindre quand ça se regrade, comment on prépare le prochain rendez-vous, dans quel délai on demande ce prochain rendez-vous, est-ce que c'est dans les 8 jours, dans les 15 jours, etc. Quelle est l'autonomie du patient à la sortie, pour qu'on puisse aussi prévoir tout le cercle de soins qui sera d'autant plus agrandi qu'il y aura des besoins variés. Voilà, et toujours les documents de sortie. Nous, on a beaucoup insisté sur l'ordonnance complète qui précise à la fois les éléments de l'insuffisance cardiaque, mais aussi tous les autres qui auraient pu être stoppés ou arrêtés ou changés, pour pas qu'il y ait 50 documents différents. Voilà, la suite. Diapo suivante. Alors là, je vous ai mis un modèle de ce qu'on a appelé les fiches rôles et compétences. Dans ces rôles et compétences, évidemment, chaque profession dit ce qu'elle sait faire, ce qu'elle veut faire, ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est surtout pour aider les autres professions à se connaître mutuellement et à savoir comment est-ce qu'on peut faire appel à l'infirmière, au pharmacien, à la diététicienne, au kiné, à la psychologue, excusez-moi si j'en oublie. Donc, on a fait une fiche métier par professionnel. Alors, je vous ai montré celui de l'infirmière, mais il y a tous les autres, ça c'est un modèle. Dans celui de l'infirmière, on a surtout insisté sur une sorte de tableau de surveillance qui est suivi, qui correspond un petit peu à ce qui est fait dans le Prado, Prado qui peut être fait pour nous, pour toutes les infirmières, et c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus, c'est-à-dire que toutes les infirmières qui s'accaparent ce questionnaire et qui sont prêtes à travailler tous ensemble, ben, en fait, le Prado, c'est ça, c'est-à-dire le Prado, on peut se le construire aussi nous-mêmes, en équipe pluriprofessionnelle en ville, pour faire une surveillance qui soit adaptée aux besoins, adaptée à l'urgence, comme vous l'a dit le docteur Charbonnel, et adaptée à la surveillance. Voilà, l'idée, c'est ça. Mais aussi comment apprendre à repérer. Tout ça, ça fait partie du rôle et compétences de chaque profession. Donc là, c'est un exemple. On tient à votre disposition toutes ces fiches et évidemment, vous êtes les bienvenus pour les améliorer, les contester ou les diffuser. Voilà. La suite. Ça, c'est la suite de la fiche infirmière, donc on peut passer. Alors ensuite, l'autre idée, c'était de se dire qu'on n'allait pas réfléchir tout seul dans notre coin, qu'on avait déjà été vers les professionnels de l'hôpital, mais que l'intérêt, c'était de travailler en collaboration avec les acteurs de la ville, donc de faire dans un premier temps un copil des soignants du cercle de soins, qui intégrait les cardiologues, mais aussi évidemment les pharmaciens, les infirmiers, les kinés, tout le cercle de soins, et de présenter un point de départ qui est le parcours qu'on est en train de vous présenter, le document d'entraque, le document de liaison que je viens de vous montrer, les fiches
de compétences qui ont été élaborées à la fois par les cardiologues et par les généralistes et par un membre de chaque profession, puisqu'on a déjà travaillé en amont avec toutes les professions pluriprofessionnelles. Donc, on a proposé, et évidemment, vous êtes conviés à ces réflexions pour donner votre avis sur ces réflexions. Donc, on a prévu plusieurs axes de travail pour les prochains COPIL. Un échange d'infos, médecins généralistes, cardiologues. Ah, trop vite. Reviens en arrière, s'il te plaît. Analyse de la croisée des besoins, donc. Des solutions numériques adaptées à chaque tâche. Des indicateurs de moyens à construire, mais je vais déjà vous en proposer quelques-uns après. La diffusion des différents documents et éventuellement la proposition de possibilités de formation ou de sites de formation. Et en fait, une communication territoriale et institutionnelle. Territoriale, soit en CPTS, soit en inter-CPTS, et institutionnelle avec l'ARS, la CPAM, et on peut élargir aussi au DAC et aux différents éléments. Un focus nous a semblé important, c'est les patients en difficulté autres que cardiaque, avec par exemple, typiquement, la personne, elle vit seule, elle a une précarité, elle a un chien, elle a un oiseau, elle a un poisson rouge. Comment prévoir l'hospitalisation en connaissant parfaitement le malade, avec un focus sur ces patients pour lesquels il faudra une vigilance et un cercle de soins vigilant et peut-être un petit peu plus réactif. Voilà. La suite. Donc, les axes du travail de Scopil, donc, sur le même principe que le travail avec les services hospitaliers, organiser une séance de travail entre cardiologues, MG pour l'analyse de la croisée des besoins, mais aussi avec les autres professionnels de santé, monter des indicateurs de moyens, continuer ce travail avec les hôpitaux de l'Essonne, avec des qualifications des adressages, comme on a vu, une pertinence des adressages à développer, on a déjà un peu travaillé, mais là, mettre tout le monde autour d'une table, élaborer 3 ou 4 situations type pluripro, avec le rôle de chaque professionnel, et formaliser ceci par un flyer. Alors, on a surtout pensé à ça, typiquement le patient complexe que je viens de vous dire tout à l'heure, avec des complexités autres, ou le patient âgé qui présente pour une prise en charge qui ne va pas forcément aller en urgence hospitalière, plutôt dans un service, par exemple, médical plus large, avec une prise en charge cardiologique dans le service de médecine, parce que pour ne pas les désorienter, voilà, plusieurs situations. On en a vu 4, mais il y en a d'autres, et là, vous êtes les bienvenus pour nous amener vos idées. Écrire des protocoles locaux à partir des recours entre nous. On dit protocoles locaux parce que chaque territoire, chaque CPTS, chaque secteur aura parfois des envies très spécifiques. On se base sur les sociétés savantes, mais le but, c'est quand même d'être pragmatique sur la base de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le parcours entral, mais après, il va falloir le mettre en musique. Et c'est cette mise en musique réactive qu'on veut faire, comment communiquer entre nous pour mettre en musique tout ce qu'on vient de vous présenter. Et en fait, ce travail sur l'harmonisation des pratiques qui, comme vous disait le docteur Charbonnel, n'est pas fait pour nous ennuyer, mais pour nous simplifier la vie et probablement aussi attirer des jeunes médecins qui ont un peu l'habitude de travailler comme ça et qui sont heureux de travailler comme ça. La suite. Alors, les indicateurs qu'on a vus dans le COPIL, bon, évidemment, il y a des indicateurs formalisés par la Sécu qui sont le taux de mortalité et le taux de responsabilité de réhospitalisation pour un motif IC. Et nous, les nôtres, ce sont des indicateurs de moyens. Alors, respect du délai optimal de moins de 2 mois entre la sortie d'hospitalisation et la consultation avec son médecin traitant ou son médecin généraliste. Ça, c'est une cotation particulière, donc on pourra voir si c'est fait dans les 2 mois. Observation des observances des patients dans le parcours IC, au moins un IED, un IEC et un ARA2 et un bêta-bloquant. Là, c'est un travail qui va être en collaboration avec les pharmaciens dans le parcours, renseignés en tract. Une consultation cardiologue 1 fois par an, donc là, c'est une coordination avec les cardiologues. Suivi de l'infirmière hebdomadaire du patient en sortie d'hospitalisation pendant 2 mois. C'est aussi une cotation à préciser qui, pour l'instant, n'est pas précisée. Enfin, c'est un peu complexe, c'est par le Prado, mais on voudrait faire évoluer ça. Donc là, c'est une coopération avec les infirmières. Et enfin, le taux de vaccination pneumocoque et grippe des insuffisants cardiaques. Évidemment, il y a plusieurs indicateurs de moyens qu'on peut rajouter, mais ça nous a paru être les plus importants et surtout des indicateurs pluripro qui vont tous nous mobiliser. Voilà.
en sachant que le dernier, vaccination, tout le monde peut le vérifier. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Et si vous avez des questions, allez-y. Alors, il y avait une première question. Je pensais que c'était 1 mois pour la cotation de majoration insuffisance cardiaque. C'est une discussion qu'on a eue en copil. Oui, c'est une discussion qu'on a eue, oui. A priori, si on a bien compris, mais ça fait partie des choses qu'il faut, ça peut aller jusqu'à 2 mois. Alors, on a mis 2 mois parce qu'on s'est dit que la cotation, elle est pour 1 mois, mais on ne peut pas dire, pour ne pas être trop rigide à dire qu'il faut faire ça dans 1 mois, pour que les infirmières aient quelque chose de plus large. C'était une proposition de Carole qui pourra préciser. On avait dit on va mettre 2 mois, comme ça on est sûr que ça pourrait être fait en 1 mois et la cotation sera possible. C'était un petit peu pour aider les infirmières. Vous me reprenez si j'avais mal compris, Carole. Alors, par exemple. 1 mois, dit Dominique, il pense que c'est MSH. Ouais. Donc, c'est une autre cotation, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a... Enfin, moi, je suis quasiment sûr que c'est 1 mois. Enfin, en tout cas, la cotation Sécu, c'est 1 mois. Je suis quasiment sûr de ça. Donc, pour les infirmières? Non, pour le médecin traitant. Non, nous, on parlait des infirmières, là, en fait. C'est-à-dire, la cotation, c'est par rapport au Prado. Il y a une histoire avec le Prado sur 2 mois. Et on a voulu faire quelque chose qui ressemble au Prado. Et c'est une cotation, c'est pour les infirmières, en fait. Celle pour les médecins, c'est effectivement, c'est celle qui est au-dessus. Tu peux remettre le diapo si tu veux, Marc. Voilà. C'est-à-dire la cotation MIC de moins de 2 mois. On a mis ça pour que ce soit un peu large, mais en fait, elle va faire dans 1 mois. Et pour les infirmières, c'est le suivi aussi à préciser. Tout ça, c'est à préciser. Hein. C'est un indicateur de moyens qu'il va falloir préciser. On n'a pas tout eu dans le copil, mais ça, c'est à développer. Hein. Y a-t-il d'autres questions relatives au parcours de ville de l'insuffisance cardiaque? Pas de prise de parole, pas de questions autres que celle-ci, que celle liée à la cotation MIC. Je propose à Dominique de prendre la parole concernant le parcours BPCO, si Dominique est là. On commence par la diapo suivante. Allez, c'est parti. Alors, quand inclure le patient dans le parcours? Alors, tout professionnel de santé qui repère un patient avec une suspicion de BPCO. Tout professionnel de santé, je voudrais être même un peu plus large, ça peut être des aidants à domicile, des auxiliaires de vie qui se rendent compte qu'un patient tousse beaucoup, qu'il est essoufflé, et voilà. Donc, dans ces cas-là, il fait appel au référent du parcours, qui, lui, pourra choisir d'inclure le patient et puis faire intervenir un médecin pour confirmer le diagnostic de BPCO. La confirmation, ça va être la réalisation d'une spirométrie avec un rapport TIFNO inférieur à 70%, non réversible après bêta-2-mimétique. C'est très simple à faire comme diagnostic. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, la BPCO est probablement une des maladies les moins diagnostiquées et les moins suivies en France. La cause majeure de la BPCO, et je dirais presque la cause unique de la BPCO, c'est le tabagisme. Il y a des formes qui sont non tabacodépendantes, mais il y en a excessivement peu. Et à l'inverse, on peut quasiment dire que tout fumeur au bout de 10 ans est, jusqu'à preuve du contraire, porteur d'une BPCO. Même si les fumeurs ont une vraie tendance à banaliser le fait de tousser, de cracher. Et ce qu'on appelle la toux du fumeur, en français courant, ça s'appelle une BPCO. Alors, pour aller dans ton sens, la BPCO, ça représente, selon les études, entre 5 et 10% de la population française, et c'est plus de 90% de fumeurs. On poursuit le webinaire, le diaporama. Voilà. Je pense que c'est marqué là, justement. Voilà. Oui. Bah oui, mais comme je ne savais pas l'enchaînement. Non, c'est pour ça qu'on t'aide, t'inquiète. Donc, les chiffres à retenir, c'est 70% pour le rapport TIFNO, le VEMS sur la capacité vitale forcée. En dessous de 70%, c'est forte suspicion de BPCO. Le stade de la BPCO, il y a 3 chiffres à retenir, 80, 50 et 30. Au-dessus de 80% de VEMS, c'est un stade 1. Entre 80 et 50, c'est un stade 2.
Entre 50 et 30, c'est un stade 3. En dessous de 4, c'est un stade 4. En dessous de 30, pardon, c'est un stade 4. Alors, ce qui est important de savoir, diapo en dessous, je vais un petit peu aider Olivier. Reviens en arrière, s'il te plaît, Marc. Ce qui est important de savoir, c'est comme tout à l'heure dans la science cardiaque, il est important de mettre ces données de base quand vous incluez le patient en entracte, parce que ça donne une espèce de photocopie du patient, une photo du patient à un moment donné. Donc, on met son VEMS en pourcentage. Est-ce qu'il a eu ou non un scanner thoracique avec la date, la saturation. Alors, le scanner thoracique, thoracique, il est indispensable. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça fait partie. Le traitement BPCO, inhalé ou non, et le vaccin antipneumococcique qui est très important pour le… Comme d'ailleurs tout à l'heure dans l'insuffisance cardiaque, dans la BPCO. Donc ça, c'est, comme tout à l'heure on vous a dit, les données de base à mettre à l'inclusion qui nous permettent de parler tous le même langage. Et évidemment, on pourra remettre ces données dans le suivi, mais ça permet de savoir, d'avoir la photo du patient à l'instant au moment de l'inclusion. Diapo suivante. Alors, les éléments du suivi, je les découvre en même temps que vous, hein, les diapos. Donc, bien renseigner au fur et à mesure de la prise en charge. Nombre d'exacerbations. Alors ça, au niveau de la clinique, c'est les exacerbations qui vont nous donner l'idée d'une aggravation du patient. La modification du traitement, bien évidemment, si on est obligé de majorer les doses ou de multiplier les associations, LABA, LAMA, CSI, donc ça, c'est des facteurs d'aggravation. Le bilan de médication, donc ça, c'est en appui avec le pharmacien, évidemment, qui va vérifier la bonne délivrance des médicaments, l'utilisation accrue de ventoline, parce qu'ils en utilisent tous hein, quand même, et puis l'éducation thérapeutique du patient, qui est fait également en collaboration avec les pharmaciens. Diapo suivante. Voilà. Les red flags, donc nos critères d'alerte. N'importe quel professionnel de santé qui intervient auprès du patient peut vérifier que son état est stable ou s'aggrave. Les aggravations, les red flags, ça va être l'essoufflement, ça va être la multiplication des épisodes infectieux qui peuvent motiver la réalisation de nouvelles spirométries et qui vont nous montrer éventuellement une dégradation du VEMS. Il faut surveiller le passage du stade 2 au stade 3, qui est vraiment un critère de gravité et de changement thérapeutique. Et puis la diminution d'une saturation en dessous de 90%, ça c'est vraiment un critère de gravité. Donc, il faut prendre le patient en charge rapidement. Alors là, c'est pareil. En fait, en fonction de la gravité du red flag, c'est pour ça que c'est intéressant de dire que c'est un red flag et de qualifier ce red flag, de le préciser, comme on le met là dans les commentaires. C'est que le médecin aura 8 heures pour prendre en charge et en fonction de la gravité du red flag constaté, pourra adapter le cercle de soins et la réactivité, urgence, pas urgence, oxygène, pas oxygène, etc. Diapo suivante. Alors, première question. Donc, effectivement, comme pour l'insuffisance cardiaque, nous avons travaillé avec les pneumologues hospitaliers du sud francilien, de Bligny et de Longjumeau pour connaître leurs attentes quand on veut adresser un patient en hospitalisation. Donc, on a travaillé à l'élaboration d'un questionnaire entrée à l'hôpital ainsi qu'un questionnaire sortie de l'hôpital pour préciser ce que nous attendons quand les patients sortent de l'hôpital. Donc, le document de liaison qui vous est présenté là, nature de l'adressage du médecin traitant, là, état de base, je ne vais pas tout détailler parce que sinon on ne va pas y arriver. Alors, les hospitaliers ont beaucoup insisté sur l'onglet âge physiologique au sens large du patient, son état cognitif, son autonomie. Comme le disait Pascal dans l'insuffisance cardiaque, un marqueur qui est très important, c'est le patient avant, il sortait de chez lui, maintenant il ne sort plus de son séjour, il ne sort plus de son fauteuil, il ne sort plus de sa chambre, c'est des facteurs d'aggravation. Et ça, les hospitaliers sont sensibles à ce genre de détails et savoir comment, effectivement, ils pourront faire sortir le patient, comment on pourra le récupérer à domicile et le gérer en sortie d'hôpital. Les critères médicaux, c'est de la biologie, c'est éventuellement des EFR.
Voilà, a priori. En fait, comme tous ces documents, comme tout à l'heure, quand vous disiez, ils sont à votre disposition. Pour pas tout vous énumérer, c'est le même principe. Hein. Qu'est-ce que veulent, de quoi a besoin l'hôpital pour bien gérer un BPCO selon le stade, et de quoi nous avons besoin pour bien gérer sa sortie, de quoi le cercle de soins a besoin. Ça a été aussi établi évidemment en pluriprofessionnel pour ce qui est de la demande de qu'est-ce qu'on veut à la sortie. Et tout ça, ça sera, vous pouvez les lire, les améliorer. Tout est améliorable, évidemment. Rien n'est définitif. Mais on a tous insisté, évidemment, sur toujours cette ordonnance complète à la sortie, quelle que soit la pathologie, ce qui concerne la pathologie et ce qui concerne aussi les autres pathologies, et aussi un certificat provisoire de manière à pouvoir réagir assez vite en sortie d'hospitalisation. Et est-ce que le patient a été inscrit dans un PRADO ou dans un DAC, par exemple, pour que le cercle de soins soit informé que si le patient médical a choisi un cercle de soins, parce que d'après ce qu'on a vu, c'est souvent ce qu'ils font, que le cercle de soins en ville soit informé et soit prenne la relève, soit intégré à cette prise en charge. Diapo suivante. Pour préciser, le PRADO, c'est le système mis en place par l'assurance maladie quand un patient sort de l'hôpital pour tenter d'organiser les professionnels de santé de ville. Très souvent, il s'appuie sur Entracte pour ça. Et le DAC, c'est un dispositif d'aide aux situations complexes, qui est un dispositif, alors il y en a un dans le nord de l'Essonne, un dans le sud de l'Essonne, qui est destiné à accompagner les patients, mais aussi les professionnels, dans les cas médico-sociaux complexes, c'est-à-dire aussi bien gérer le cercle de soins que la prise en charge à domicile, que l'organisation des aidants, etc. Parmi les questions du chat, il y avait une question sur le vapotage. Est-ce que le vapotage peut provoquer une BPCO? Non, absolument non, puisque le vapotage, c'est de la vapeur d'eau et c'est pas de la fumée, donc c'est pas irritant pour les poumons, le vapotage. C'est toujours irritant, mais c'est beaucoup moins irritant que le tabac. Ouais, alors il y a un phénomène d'irritation, mais qui est plus au niveau de la trachée pour des histoires techniques. Ça s'appelle le throat en anglais. Ça consiste à faire en sorte que le vapotage recrée l'irritation au niveau de la gorge provoquée par le tabac, donc une espèce de désaccoutumance. Mais au niveau pulmonaire pur, au contraire, c'est plutôt protecteur. Bon, de toute façon, les tabacologues sont unanimes. Il vaut mieux le vapotage que la cigarette. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à la BPCO, que ce soit par chat ou en prise de parole? Mais en conclusion, moi, ce que j'ai retenu des pneumos, c'est ne va plus acheter son journal, sort plus de la maison, sort plus de sa chambre, c'est des éléments. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que tu avais dit pour l'insuffisance cardiaque aussi, c'est tout à fait valable. Ouais. Et ça, comme c'est ça qu'on peut mesurer l'aggravation. C'est à la portée de n'importe quel soignant. C'est bien plus. N'importe quel intervenant à domicile. Voilà. Et là, alors là, on ne l'a pas dit, mais là, évidemment, là aussi, vous avez les fiches de repérage patients, les fiches de repérage professionnels de santé ou intervenants. C'est-à-dire que le même système de fiches de repérage pour vous aider à repérer et vous guider, là aussi, hein, vous êtes là pour nous aider à les améliorer, existe aussi dans la BPCO et existera aussi dans le diabète. Alors, on vous a présenté uniquement celle de l'insuffisance cardiaque pour ne pas vous charger, mais de même que les fiches de compétences existent dans chaque profession. Voilà. Oui. Moi, j'avais juste, en fait, on a pas mal de patients BPCO cliniques, en fait, mais qui refusent catégoriquement de voir des pneumos. Donc, on n'a pas du tout de FR ni de Spiro. Du coup, on peut pas les inclure du tout dans Entracte, en fait. Hein. Alors, la solution, et ça, Olivier est un pro là-dessus, c'est de se former à faire des EFR
ou à proposer que certaines personnes dans votre CPTS, médecins généralistes, fassent des EFR. Nous, c'est un peu ce qu'on a monté au Val d'Orge, là, et je pense que c'est faisable dans pas mal de CPTS. Parce que dans l'Essonne, on a la chance d'avoir eu une formation et la Sécu peut même proposer des formations. Et ça pourrait être un sujet qu'on pourrait développer et auquel Dominique, qui n'est pas présent, avait déjà pensé. Voilà, donc ça peut être une des propositions de la CPTS de monter en compétence là-dessus, par exemple. En pratique, une spirométrie simple, ça prend 5 minutes en consultation. Le patient, il n'a même pas le temps de réfléchir. On lui a collé l'appareil dans la bouche, il souffle dedans, on a le diagnostic. D'autres questions? Sans quoi, je propose de donner la parole à Ager. Il va nous parler du diabète de type 2. Ager, est-ce que je peux te laisser la parole? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Parfait. Oui, du coup, moi, je vais me présenter. Je suis Ager Kanoun, je suis médecin généraliste à Cerny, membre de la CPTS Val d'Essonne, les deux vallées. Et du coup, j'ai travaillé sur le diabète avec tout un ensemble de professionnels de santé de l'inter-CPTS, podologues, diététiciens, pharmaciens, infirmiers. Il y avait même des dentistes par la suite qui sont greffés, et j'en oublie certainement, et je suis navrée si j'en oublie. Du coup, pour le parcours diabète, je veux bien la diapo d'après. Donc, quand est-ce qu'on inclut un patient dans le parcours? Donc, c'est un peu le même principe que pour les autres parcours. Tout patient qui a une suspicion de diabète par un professionnel qui a un patient avec une suspicion de diabète de type 2 peut déclencher le référent parcours pour avis médical. Le référent parcours va déclencher ou le médecin traitant s'il est connu du patient ou un autre médecin pour pouvoir faire le diagnostic en fait de diabète de type 2 avec la prescription en fait de prise de sang et des glycémies à jeun telles que préconise l'OMS. Et une fois que le patient est inclus dans le parcours, donc pareil, on lui donne la carte d'intégration et on peut informer le cercle de soins de son intégration au parcours. Voilà. Donc, les données de base pour ce parcours-là, donc les données minimum à renseigner en fait sur Entracte, c'est le poids, la tension artérielle, le dosage du LDL et de l'hémoglobine glyquée, ainsi que l'objectif personnalisé de l'hémoglobine glyquée qui n'est pas la même selon les patients, selon l'ancienneté du diabète, selon l'âge du patient, selon l'espérance de vie potentielle du patient, la clairance de la créate, la recherche de microalbuminurie avec le RAC aussi, le grade podologique s'il est connu de 1 à 4 et si le patient est vacciné contre le pneumocoque et éventuellement la date si on l'a. Ensuite, du coup, au niveau des éléments de suivi, donc, ce qui nous semble important, c'est d'avoir à chaque étape le dosage de l'hémoglobine glyquée, s'il y a des modifications de la thérapeutique, des instaurations de traitement, etc. Et si le patient a été inclus dans un parcours de TP et le nombre de séances qu'il a pu faire, et voilà. Ensuite, donc au niveau des red flags en fait pour le diabète, donc on a essayé de réfléchir aux situations cliniques et paracliniques qui nécessitent une intervention rapide en fait du professionnel de santé, notamment le médecin traitant ou éventuellement un autre médecin si le médecin traitant n'est pas disponible. C'est du coup les red flags plutôt constatés, les troubles de vue et l'altération de l'état général du patient ou mesurés par une vendelette urinaire et la présence de cétone, une perte de poids de plus de 10% du poids de base, une poussée d'hypertension au-delà de 15,9, une baisse brutale de la clairance et si le grade podologique en fait évolue et passe d'un grade 1 à 2 ou 2 à 3 et ainsi de suite. Et pareil que pour les autres parcours, pour celui qui déclenche
Celui qui déclenche, en fait, peut donner dans les commentaires tout son ressenti et son inquiétude, ce qui permettra peut-être au médecin déclenché de répondre rapidement, parce qu'il a 8 heures pour accepter le déclenchement. Donc, tout comme la BPCO et l'insuffisance cardiaque, on a pu échanger avec les diabétologues hospitaliers autour d'une une réunion avec plusieurs médecins de l'Inter-CPTS, et on a pu rencontrer les diabétologues du CHSF et de Bligny, le GHNE étant indisponible ce soir-là. Et donc, on s'est posé la question sur ce que les diabétologues attendaient de nous quand on leur adressait un patient, et réciproquement ce que nous, on attendait de leur part lorsqu'ils sortaient d'une hospitalisation. Ensuite, voilà. Donc, au niveau de la proposition d'entrée à l'hôpital, alors ils ont insisté, autant le diabétologue de Bligny que du CHSF, qui avaient pour eux deux motifs d'adressage principaux. Soit le patient a une plaie, a un pied diabétique, et là, en fait, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a qu'un seul centre expert, c'est le CHSF, et c'est en gros à eux qu'il faut adresser le patient. Avec du coup la lettre d'adressage, un bilan minimum, le statut artériel vasculaire, et pareil, il voulait la dernière ordonnance, le traitement du patient, et notamment s'il y a un historique de l'antibiothérapie. Et le deuxième motif du coup qui pouvait se faire en centre expert ou non, c'est le déséquilibre du diabète, où du coup on avait les mêmes, la nature, le motif, l'âge, l'état général, pour savoir s'il était conservé ou non, si le diabète était ancien ou pas, l'IMC, un bilan biologique de base, la dernière ordonnance du patient, et également l'ancienneté du suivi ophtalmo, parce qu'il y a la possibilité en fait qu'ils programment le bilan ophtalmo au cours de leur consultation ou hospitalisation. Et dans tous les cas, le référent parcours s'engage à leur communiquer les coordonnées du patient, comment on peut contacter le médecin traitant. C'était quelque chose qui était revenu au cours de la soirée, sur comment on peut vous joindre pour vous alerter de la sortie du patient, d'une aggravation ou autre. Donc c'est par le biais du référent parcours que ça se passe. Et puis, pareil, si on s'était posé la question, si jamais le patient est adressé pour un déséquilibre de diabète et qu'il a une plaie, est-ce qu'elle est bien se renseigner si elle est bien prise en centre expert? Ensuite, et du coup, au niveau des médecins des médecins traitants, nous, ce qu'on aura surtout signalé, c'était pouvoir être au courant de la sortie du patient, notamment quand il doit être revu rapidement, s'il faut contrôler un iono, si le changement de traitement antihypertenseur a eu lieu au cours de l'hospitalisation, savoir quand est-ce qu'il doit nous revoir, et puis indiquer sur les ordonnances qu'on soit en fait destinataire également des résultats, de bien le noter sur l'ordonnance. Et parfois ils sortent, ils ont des rendez-vous qui sont pris ou pas, on ne sait pas, donc de pouvoir avoir les coordonnées du correspondant qui est chargé d'organiser les rendez-vous, et puis de savoir qui doit s'occuper de prendre les rendez-vous s'ils ne sont pas faits. Et puis avoir le compte-rendu de sortie, d'hospitalisation est définitif. Et puis les modifications de traitement avant-après, en fait, qu'est-ce qui a été arrêté, qu'est-ce qui a été modifié. Et voilà, et puis si vous avez des questions. Voilà, avez-vous des questions, quel que soit le média que vous utilisez, à propos du diabète de type 2 et du parcours du diabète de type 2 en ville? Non, tout était très clair à Gers, donc c'est parfait. Juste, Pascal, si tu veux nous dire un mot sur les objectifs et le calendrier des CPTS en matière de parcours de ville, pour récapituler avant de conclure. Oui, c'est intéressant. Donc, on vous a présenté la version CPTS de contenu, où l'objectif, c'est que chaque professionnel de santé puisse trouver sa place.
En même temps, la CPAM et le principe des CPTS et des financements des missions des CPTS veut qu'ils aient un peu de rendu. Donc, c'est pour ça qu'on a un certain nombre d'objectifs CPTS par CPTS, parcours par parcours, d'inclusion des patients avant la fin de l'année. Alors, si c'est tout début 2023, il n'y aura pas forcément de problème, mais suivant les parcours, il y a entre 5 et 35 patients, comme c'est affiché, qui doivent être inclus par CPTS. L'idée, c'est d'enclencher la machine, de la faire vivre, d'espérer que ça apporte des choses et aux professionnels et aux patients, mais en même temps, donnant, la CPAM voudra d'avoir un peu des retours sur ce qu'on a fait. L'avantage d'Entracte, c'est qu'il nous permet de tout tracer, les activités des uns et des autres. Je ne veux pas prendre la décision ou l'information pour toutes les CPTS, mais de ce que je sais, de ceux qui sont présents, les CPTS ont décidé d'indemniser la participation des professionnels de santé, c'est-à-dire que quand vous incluez un patient ou quand vous participez au suivi, vous aurez une indemnisation directement versée par la CPTS. Je ne donne ni les montants ni les conditions parce que ça peut être variable suivant les situations. Mais grosso modo, on vous demande un effort d'inclure les patients. Ça dépasse un petit peu le cadre de soins. En retour, le financement est assuré pour la CPTS et donc il est licite qu'on indemnise votre participation. Et vous voyez avec les référents parcours et les animatrices des différentes CPTS, animateurs, animatrices, de comment se met en place cette indemnisation. Donc l'idée, c'est d'inclure rapidement en décembre, de manière à avoir une masse de patients significative qui permet aussi de voir si ce qu'on fait comme hypothèse tient la route. Voilà la présentation des parcours de ville dans l'état actuel des choses. Est-ce que vous avez des questions plus générales? Est-ce qu'il y a des choses qui vous taraudent, que vous voudriez demander aux orateurs présents ce soir? Eh bien, je pense que tout était extrêmement clair. Je remercie les 4 orateurs qui étaient prévus, plus Olivier, qui a brillamment présenté le parcours de la BPCO, pour y avoir aussi beaucoup participé. Donc, je vous remercie tous les 5, vraiment beaucoup de cette participation et de cette présentation, que vous pourrez retrouver prochainement sur la chaîne YouTube de l'Inter-CPTS et des CPTS de l'Inter-CPTS, et qui permettra de répondre à tout ça. Il y a également un livret qui existe, alors sous forme papier, sous forme PDF et sous forme interactive sur le web. Donc, ce sera également prochainement mis à disposition. Et puis, avec les sites Internet des CPTS impliqués, une base documentaire va commencer à se constituer sur chacun des parcours et en fonction aussi du travail qui va continuer, puisque évidemment, l'état des parcours aujourd'hui va évoluer en fonction de leur mise en œuvre et des problèmes qu'on rencontrera au fur et à mesure de tout ça. Merci à tout l'auditoire également de vous être mobilisés, alors à la fois pour cette soirée très intéressante, mais aussi pour vos CPTS. C'était important, c'est quelque chose qui fait partie des indicateurs sur lesquels les CPTS sont évalués pour leur exercice. Donc merci d'y avoir consacré tout ce temps. Et puis les uns et les autres se tiennent à votre disposition, bien entendu, pour répondre à vos questions, pour vous aider à participer au parcours. Et puis, voilà, la vie continue. Merci à tous, bonne soirée.